De retour sur le plateau des AI Days, deuxième jour. Vous avez toujours raison de nous suivre. C'est un très bon choix. Donc hier, on a parlé de plein de choses. Ce matin aussi, sur la fois sectorielle. On a parlé, cet après-midi, on parlera aussi des métiers liés à l'IA. On a parlé juste avant d'éthique avec l'indispensable Aymeric Poulain-Mauban que vous pourrez retrouver en replay pour cette session. Et actuellement, il y a une session qui se termine également où on mettait vraiment les mains dans le... On soulevait le capot et avec les apprenants de l'école, ils montraient de manière sur un atelier assez opérationnel ce sur quoi ils travaillaient actuellement en école. Je m'égare et je reviens sur notre sujet du moment. On va parler IA et industrie sur cette session. Donc on est ensemble jusqu'à 12h30 environ pour une table ronde qui ne fait pas honneur à la mixité, mais on se rattrape sur d'autres tables rondes puisque c'est mes speakers sont exclusivement masculins, mais on les garde quand même parce qu'ils sont brillants et ils sont experts en leur matière évidemment. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai souvent du mal à lâcher le micro. Du coup, je vais passer la parole et donc chacun va se présenter très rapidement pour qu'on puisse comprendre les raisons de sa présence aujourd'hui sur cette session IA et industrie. On commence à mes côtés avec Pierre Morvan qui représente la société TechNature. Donc voilà, Pierre Morvan, je représente la société TechNature. À part ça, oui, nous avons un sujet sur l'IA aujourd'hui et nous sommes accompagnés sur ce sujet avec Capia, Nicolas Constant. Eh bien, très bien, la transition est faite. On va aller en bout de table avec Nicolas Constant. Du coup, Capia. Bonjour, Nicolas Constant. Capia, nous intervenons donc chez Pierre depuis quelques mois. Cap a été créé en 2020 et nous travaillons principalement, mais ça on pourra le détailler, dans le domaine de la gestion des entreprises et on adosse beaucoup de pilotage de la performance on l'adosse à de l'IA. Voilà. Très bien, merci pour votre présence à tous deux. On continue le tour de table avec Glenn Desmousseaux qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci Glenn, toujours de répondre présent. Société Amzer, là aussi, Amzer, on est dans quel secteur d'activité pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, alors bonjour à tous. Donc Amzer, on est fabricant de pompes à chaleur, on est basé à Brest ici. Et donc nous en termes d'IA, on bosse avec la société Sensix, avec Mathias, là, depuis quelques années déjà. Et donc on passe différents stades, on avance au fur et à mesure. Donc heureux d'en parler aujourd'hui. Bah, très bien, merci beaucoup. Et donc, last but not least, Mathias. Bonjour à tous. Donc, Mathias Avers, moi je suis cofondateur et CTO de Sense, qui est une société guipavasienne, spécialiste dans l'édition de logiciels à destination du monde industriel, mais pas uniquement du monde industriel, à destination de tout un tas de secteurs dans lesquels on va gérer des données qu'on appelle des séries temporelles, principalement des données issues de capteurs, à la fois pour être capable d'assimiler ces données et de les historiser, et puis de sortir de la valeur en faisant de l'analyse, de l'IA et tout un tas de choses avec ces infos. Et pas spécifiquement dans un domaine industriel, puisque hier ton nom a été cité sur scène, puisqu'on avait une table ronde sur le maritime, et je sais que tu as aussi travaillé sur des notions de course au large. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On s'attache aussi à travailler avec Gitana et avec AIM45 sur des données de course au large, sur tout un tas de bateaux, à la fois des bateaux qui ont fait la route du Rhum ou bien des ultimes qui tentent des records. Parce que on le sait assez peu, mais ces bateaux sont bardés de capteurs et donc ça devient aussi une problématique data que d'être capable de les piloter et d'améliorer leur performance. Eh bien, très bien. Merci pour ce témoignage. Pour ceux qui nous suivent ou pour ceux qui se disent « Ah, mais je ne pourrais pas aller au bout de cette session parce que j'ai rendez-vous pour déjeuner à midi », rassurez-vous, le replay de toutes les sessions seront accessibles très prochainement et on communiquera dessus dès la semaine prochaine. Voilà, et j'en profite pour dire que dans le lien qu'on enverra la semaine prochaine avec tous les replays, il y aura également des éléments de satisfaction suite à ces 2 jours. Et n'hésitez pas, si vous dites « Ah, c'était intéressant lors de 2 jours, mais il manquait des sujets sur ça, vous nous les faites remonter et nous, ça nous permet aussi de co-construire déjà la 3e édition des AI Days qui se déroulera, on espère, en présentiel en 2022. Voilà, on revient à nos moutons. Alors, on parle d'IA et industrie. Avec les moutons, je m'égare un petit peu. Alors, on va donner la parole à nos utilisateurs, à Pierre et à Glenn, parce que j'imagine qu'il y a quelques années, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, peut-être qu'on parlait d'autres mots
mots comme big data ou des choses comme ça, mais peut-être qu'à l'époque, c'était assez éloigné de vos préoccupations. Donc, un peu votre regard aujourd'hui sur cette notion de data, peut-être en entreprise, en quoi la data est devenue, est-ce qu'elle est devenue fondamentale, et en quoi, aujourd'hui, quand on travaille dans les cosmétiques ou dans la fabrication de pompes à chaleur, pourquoi on en vient à s'intéresser à l'intelligence artificielle? Qui veut démarrer? Allez Glenn. Je peux démarrer. Effectivement, quand on a démarré il y a 5 ans maintenant, un peu plus même, on parlait pas d'IA, c'était pas le mot qui sortait en permanence, c'était vraiment le fait d'avoir des pompes à chaleur connectées. Et l'objectif, c'était d'assurer la meilleure performance de nos machines, mais aussi la maintenance à distance et commencer à faire du prédictif. Et donc effectivement, quand on est 5 ans après, que maintenant aujourd'hui toutes les pompes à chaleur qui sortent de notre usine à Plabennec sont connectées systématiquement, on accumule de la data, et là on commence à rentrer dans ce sujet-là d'intelligence artificielle. Et là, on commence à avoir un peu de données qu'on peut exploiter et dont on peut tirer des choses. Mais quand on a démarré, ce n'était pas le sujet numéro 1. Nous, on a plutôt appelé ça pompe à chaleur connectée. Mais maintenant... Parce qu'à l'époque, tu te disais déjà, il faut qu'on collecte de la data, il faut qu'on soit interfacé avec la météo, avec différentes choses. Peut-être que je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite, mais le sens de l'histoire, il est là, quoi. Ouais, c'était ça. Et le premier sujet, vraiment, le premier enjeu, c'était de nous dire, on a des pompes à chaleur qui, des fois, on nous dit, ça fonctionne pas tout à fait comme on voudrait, etc. Et en fait, c'est juste soit des paramètres qui sont pas optimisés, soit une mise en service qui n'a pas été faite tout à fait comme il fallait. Et l'idée, c'était d'assurer vraiment une qualité de service et pas simplement avoir une super pompe à chaleur sortie d'usine, mais avoir une pompe à chaleur qui soit bien installée, bien paramétrée, bien utilisée. Et donc, c'était pour gagner de la performance, de la durée de vie, etc. Et éviter des déplacements pour rien, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont sur des installations parfois pour dépanner, mais ils y vont, ils savent pas du tout ce qu'ils vont trouver, et ils sont obligés de revenir une deuxième fois parce qu'il manque une pièce à 5 centimes, alors qu'avec la pompe à chaleur connectée, aujourd'hui, on peut se permettre de savoir ce qui va ou ce qui va pas, et donc de récolter des infos là-dessus. Et c'est un élément concurrentiel, différenciant, j'imagine. Il y a quelques années, commencer à s'intéresser à ça, commencer à parler de maintenance prédictive, d'interopérabilité, des choses comme ça, c'était aussi prendre un coup d'avance par rapport à des concurrents? Ouais, alors on a essayé de prendre le contre-pied de la mode de domotique, parce qu'en fait les gens au départ ils nous ont dit vous allez faire simplement de la domotique, et non, effectivement la pompe à chaleur connectée nous permet de faire de la domotique, donc de piloter des températures, de piloter des absences, etc. Donc ça on sait le faire, mais en gros c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg qu'on a pu faire avec Sensix. C'est vraiment la partie émergée. La partie immergée qui est la plus importante et la plus valorisante pour tout le monde, donc principalement pour nous industriels et pour nos clients qui sont des installateurs, donc des professionnels, c'est de pouvoir faire de la maintenance à distance. C'est vraiment ça le sujet du pilotage et de la maintenance à distance. Et donc c'est le contre-pied complet de la domotique. Donc oui, maintenant on commence à faire du prédictif, on commence à pouvoir voir que quand il y a un capteur qui nous donne une info qui est un petit peu particulière, se dire que cet élément-là, il va falloir le changer la prochaine fois. Et donc éviter d'avoir une panne, c'est-à-dire qu'on anticipe la panne et on peut réparer par anticipation et éviter que le client soit avec de l'inconfort. Donc c'est un vrai sujet. Et puis ça évite aussi, en plus des déplacements de diagnostic qui coûtent cher et qui ne servent à pas grand-chose, ça évite aussi de faire de nombreux déplacements en urgence. Parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher dans une réparation, que ce soit une pompe à chaleur chez un particulier ou que ce soit une machine industrielle, en fait, c'est de réparer en urgence parce que il faut dépêcher le bon technicien au bon moment, tout de suite, et il n'y a pas le temps d'attendre parce que soit il n'y a pas de chauffage, soit dans une usine, l'usine est arrêtée. Là, en l'occurrence, comme on le fait par anticipation, on gagne vraiment du temps et on enlève du stress, donc du coût à tout ça, donc c'est vraiment un plus. Donc oui, on avait un peu une longueur d'avance. Par contre, c'est quand même des sujets qui sont longs à mettre en place. Voilà, il faut déployer tout, en particulier la partie hard, qui est quand même un gros sujet qu'on sous-estime souvent, la partie collecte de données vraiment. Et puis après, c'est quand on a de la donnée, et donc là, il faut en accumuler un petit peu pour que vraiment on puisse en tirer de l'intelligence. Donc voilà ce que je peux dire. Super. Mathias, rapide retour là-dessus. J'imagine qu'il y a 5 ans, Glenn, à la tête d'une PME, il était un peu en avance. J'imagine que ça fait plaisir d'avoir des dirigeants d'entreprise qui commencent à s'intéresser, qui sont sensibilisés à ça, en se disant on ne va pas lutter tout de suite, mais il faut qu'on soit sur ces sujets-là. Oui, c'était très agréable. En fait, on a été mis en relation par l'intermédiaire de la French Tech d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est Emeric d'ailleurs. C'est Emeric qui avait organisé la rencontre. Ouais. Et ce qui a été très agréable dans la discussion avec Glenn, c'est qu'il n'était pas du tout dans une logique de je veux un usage un peu gadget tout de suite, mais il était vraiment dans une démarche de long terme. Et ça, c'est souvent, en tout cas,
Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est l'étape la plus difficile dans la démarche, c'est celle d'accepter que l'usage un petit peu tape à l'œil ne sera pas forcément le driver de l'ensemble de la démarche. Donc avoir quelqu'un qui est déjà convaincu par le fait que la démarche, elle ne va pas se faire en 6 mois, mais que potentiellement ce sera plusieurs années, c'est déjà un gros plus parce qu'on peut engager une discussion et un dialogue qui est sur un tout autre diapason que si on était vraiment avec des gens qui veulent tout de suite un dashboard, tout de suite un clicodrome, tout de suite une appli mobile, sans se préoccuper de la partie un peu compliquée qui est effectivement d'adapter un équipement industriel qui à l'origine n'était pas du tout prévu pour ça à une chaîne de valeur que l'on va créer sur la data. Excellent. Pierre, là aussi, il y a quelques années, j'imagine, on ne parlait pas d'IA chez TechNature. On ne parlait pas d'IA. Moi, je suis rentré dans l'IA par un autre biais. Je suis rentré plutôt par la colère, la frustration, l'opposition, enfin des mots sympas comme ça en fait, où j'avais une forme de ras-le-bol de tous les logiciels qui sont utilisés dans nos structures et que je trouve particulièrement inopérants et surtout de l'impossibilité de faire le lien entre les différents logiciels, alors les ERP, les logiciels métiers, et puis il y en a encore plein là, qui ne peuvent pas communiquer et cette gestion de la data permet pour moi, ou en tout cas je l'espère, de compiler de la donnée et de réduire le nombre des erreurs. Donc c'est vraiment par là que je suis rentré. Et alors contrairement à Glenn, c'est pas dans l'optique, alors ça viendra peut-être à terme, mais c'est pas dans l'optique d'avoir une amélioration produit dans un premier temps, c'est vraiment plutôt en gestion d'entreprise que ça m'a intéressé. Ok. Du coup, on est proche de ce qu'on parlait tout à l'heure des termes, des jargons, etc. qu'il y avait quelques années. On parle souvent de RP, donc système d'information d'entreprise. On parle de CRM qui est plutôt sur la gestion commerciale. Et du coup, si c'est plus en pilotage, on est plus proche du BI alors, de la business intelligence. C'était un peu ça l'idée première. Ouais, c'est plutôt ça l'idée première. Ouais. Ok. Très bien. En fait, ouais. On entendait il y a 2 ans plutôt, on entendait parler de l'usine 4.0 en permanence. Moi, je faisais un blocage sur l'usine 4.0 et je me rappelle plus qui a réussi à me le définir en premier, mais c'était ça le sujet. Je faisais un blocage, c'est-à-dire que j'avais pas envie de rajouter de la techno à un truc où est-ce que chez nous on en avait déjà et je trouvais que ça était non fonctionnel. Donc en réalité, celui qui a réussi à m'expliquer que en fait c'était plutôt de la synthèse de la data opérationnelle, c'est là que j'ai pu être convaincu. Ok. Et juste le lien avec Capia, comment ça s'est fait Est-ce que c'est un jour de colère ou comment vous êtes il est arrivé un bon jour, c'est sûr qu'il est arrivé un jour où est-ce que j'étais plus open que la veille. Quoi. Nicolas ? Ouais, donc j'ai profité de ce bonjour. Il y avait une fenêtre météo. Quoi. Il y a une fenêtre météo, j'espère qu'elle va rester un tout petit peu ouverte. Non, oui, tout à fait. Et nous, alors, pour simplement préciser un tout petit peu, nous on intervient dans le domaine de la gestion. C'est-à-dire qu'on intervient sur la donnée de gestion. Donc la donnée qui est quand même assez macro. Et notre source principale, comme l'évoquait Pierre, c'est avant tout l'ERP, qui est le cœur nucléaire d'entreprise, et après les logiciels métiers ou les fonctionnalités propres de l'ERP qui vont développer quelques applis, etc. Ce que j'appelle la marguerite, si vous voulez, l'ERP au milieu, puis après, etc. Cette marguerite, elle fonctionne, le cœur, on espère qu'il fonctionne bien, et après les logiciels métiers, ils sont plus ou moins bien raboutés, où il y a des pétales qui manquent, etc. Donc il y a toute une difficulté déjà sur cet écosystème, j'allais dire, interne de l'entreprise et de ses logiciels. Et donc nous, dans un monde idéal, on viendrait se plugger, si tout se passait bien, et on retirerait de la donnée et on la travaillerait. Malheureusement, le monde n'est pas forcément idéal, d'où la colère de Pierre. Et donc, il faut parfois compenser, descendre un petit peu dans le métier architecture et système pour pouvoir récupérer de la bonne donnée, c'est-à-dire aller jusqu'à de la numérisation, etc. Donc, on n'est pas chez tous les clients, on n'est pas sur un produit pur où on vient faire travailler la donnée de gestion sur une base qui est parfaitement claire. Il y a aussi un petit problème d'intersection avec les systèmes existants, réussir à les faire vivre et réussir à en retirer les meilleures données. Ok. On
une question qui était qu'est-ce que du coup, donc vous êtes rentré sur cette thématique d'intelligence artificielle et qu'est-ce que vous cherchez à mesurer? Pour Glenn, ça va être donc, on a bien compris, plutôt lié au produit. Donc toi, tu vas essayer de détecter justement des pièces, maintenance prédictive, etc., pour prendre la main, pour anticiper, pour éviter le dépannage en urgence, etc. Toi, concrètement, ton tableau de bord, par exemple, il ressemble à quoi si tu as un tableau de bord Il y a un truc que je peux peut-être rajouter par rapport à ça. Le constat de départ, c'était de se dire quand même, une pompe à chaleur Amser, ça coûte 20-25% plus cher qu'une pompe à chaleur faite en Asie, parce qu'il n'y a pas de mystère, il y en a quand même énormément qui sont fabriqués en Asie. Sauf que sur la durée, quand on faisait une extrapolation avec tous nos clients et qu'on regardait sur la durée, une pompe à chaleur Amser sur 10 ans, sur 15 ans, ça coûte moins cher. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a des composants qui sont plus performants et qui tiennent plus longtemps, et d'autre part, parce que c'est des machines qui sont conçues pour être réparées. Et voilà. Et donc on se disait, mais comment on va réussir à prouver à un moment que sur la durée on est moins cher? Et aujourd'hui, voilà, surtout avec les systèmes d'aide qu'il peut y avoir, les gens ils regardent c'est quoi mon capex, voilà, combien je vais investir, et puis ils regardent pas du tout combien ça va leur coûter. Et il y a certains qui ont des mauvaises surprises au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ont des réparations de 2000, 3000 euros sur une machine qui coûte. Qui sont complètement disproportionnés par rapport au coût de la machine. Et en fait, le point de départ, c'était vraiment de nous dire, moi je veux qu'on garantisse nos machines à minima sur 10 ans. Et pour information, là on est en train de remplir de travailler sur des contrats où on s'engage sur 30 ans. Alors là on va plus loin, c'est-à-dire que forcément il faut que nos machines soient performantes, qu'elles soient durables, qu'elles soient réparables, qu'elles soient maintenues, etc. Mais on va plus loin dans l'économie un peu circulaire, mais je pense que la data est un vrai levier pour l'économie circulaire de manière générale. C'est que l'idée, c'est qu'une machine qui est sur le terrain, qui a des dysfonctionnements, il y a des petites réparations qu'on peut faire sur place. Et les réparations les plus importantes, on considère qu'on va les faire chez nous en usine. C'est-à-dire qu'on va fournir à notre réseau d'installateurs des machines rétrofitées, qu'on remet dans le système, qui ont été remises en état. Comme ça, il arrive sur l'installation, il remplace la machine, il en met une autre, il fait vraiment un échange standard. On a un peu ça dans le modèle dans l'automobile, mais c'est vraiment un échange standard. Et cette machine-là, plutôt que d'aller à la poubelle comme aujourd'hui, parce que c'est ça qui se passe, d'aller en déchetterie, sachant que dans une pompe à chaleur, il y a de l'inox, de l'aluminium, du cuivre, plein de composants électroniques, enfin plein de matières un petit peu nobles. Donc là, on arrive à faire de l'économie circulaire et donc cette machine revient en usine, on la remet en état, on remplace les pièces qui sont à remplacer parce qu'elle est conçue pour être réparée. Et voilà. Et c'était ça la genèse on veut que les machines fonctionnent bien et donc on puisse les maintenir à distance. Donc aujourd'hui, il y a différents dashboards. En gros, le dashboard le plus important, c'est on voit tout l'ensemble de notre parc. Alors ça, c'est nous côté fabricant, mais chaque installateur a aussi la visibilité de l'ensemble de son parc. Donc il sait dire s'il y a des pannes ou pas sur son parc. Et s'il a une alerte, il peut aller creuser. Et là, il peut... Alors dans le choix qu'on a fait, c'est qu'il peut construire son dashboard, c'est-à-dire qu'il peut, autour de la période, il y a une alerte, un défaut à tel moment, il peut construire autour de cette période-là l'évolution des différents paramètres qui ont évolué pour savoir quel est vraiment le problème. Parce qu'en gros, sur une pompe à chaleur, il y a quand même un paquet de paramètres. Il y a 20 ans, une pompe à chaleur, c'était relativement basique, c'était de l'électromécanique. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de paramètres sur une machine, donc il faut vraiment ça. Donc il y a vraiment cette partie-là où on leur donne un outil pour analyser. Donc là, on va dire que c'est encore de l'analyse manuelle, on n'est pas dans l'IA. Et ce qu'on est en train les étapes qu'on avance, là, c'est vraiment de mettre maintenant de l'IA. C'est-à-dire qu'on a des dashboards qui nous remontent que telle pompe à chaleur a tel souci et on sait ce qu'il faut faire. Et on a même des algorithmes qui maintenant corrigent des paramètres en automatique. Voilà. Donc, mais ça, on est 5 ans après, donc ça met du temps, mais on en est là. Donc on a d'abord des outils pour les installateurs pour suivre leur parc. Nous, on peut les épauler, ils nous appellent, on peut les épauler. On voit la même machine en même temps qu'eux, donc on a les mêmes yeux, la même analyse. Et puis après, on a toute une partie l'idée, c'est de faire le maximum de choses en automatique. Donc de faire que ce soit les machines qui se débrouillent, qui s'auto... C'est une démarche, on le comprend, hyper globale et ça met du temps à mettre tout en place parce qu'il faut mettre les distributeurs aussi, les installateurs après que eux trouvent leur intérêt, bref, il y a tout ça à mobiliser. En fait, pour que ça marche aujourd'hui, bien, il y a une pénurie globalement. On a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le bâtiment est une activité qui va plutôt bien. Avoir des techniciens qui soient très très bons, qui savent comprendre sur une pompe à chaleur à la fois l'hydraulique, la thermodynamique, l'aérolique, enfin l'électricité, etc. C'est hyper compliqué. Donc, si on peut envoyer sur les machines les gens en leur disant ce qu'ils ont réellement à faire et qu'on a déjà tout analysé, et les installateurs ils vont tout gagner. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer, c'est-à-dire éviter de faire à des gens qui ont des super compétences, des opérations qui sont
qui sont pas très intéressantes, qui les énervent, et plutôt leur faire des interventions qui sont vraiment super intéressantes. Ouais, bien sûr. Et éviter d'avoir à recruter 5 experts là où il y en a besoin peut-être que d'un, et besoin de 2 techniciens en plus standards, quoi. Donc voilà, donc ça répond aussi à une problématique RH dans ces métiers-là de très techniques Très bien. du génie climatique. Ok. Même question pour Pierre, sur le côté, aujourd'hui ça ressemble à quoi, je sais pas, concrètement, est-ce que tu as des tableaux de bord, des dashboards, donc là c'est pas orienté produit, c'est plutôt orienté pilotage de l'entreprise. Pilotage de l'entreprise, mais j'arrive Ouais. aux mêmes problématiques RH, c'est-à-dire que moi j'avais par ailleurs mes équipes qui me disaient de les laisser faire leur travail, parce que quand on fait 4 clics, ou plutôt 10 clics, alors qu'en fait en 2 clics ça aurait été bon, en fait on a des opérateurs qui ne sont pas forcément très à l'aise sur tous les systèmes qui sont qualifiés d'ergonomiques, mais ça c'est juste par ceux qui les ont conçus, parce que pour les utilisateurs ça ne l'est pas. Donc on avait ça à trouver. On y trouve un autre aspect, c'est que on arrive on a aussi c'est un intérêt combiné. Quand on dit zéro papier, en réalité, le zéro papier, ça veut dire qu'on rentre de la donnée. Et quand on rentre de la donnée, cette donnée, on peut à l'inverse la compiler et en faire quelque chose de plus intéressant. Ça fiabilise l'information. Une information qui demain est reprise pour mieux piloter l'entreprise. Donc ça c'est super intéressant de cumuler une forme de RSE et puis de données entreprises pertinentes. Ouais, ok. Mais c'est vrai que l'aspect RSE, Glenn, tu vois, je ne l'avais pas forcément te concernant. Tu parlais du parc de machines, etc. Et c'est vrai que je ne me projetais pas forcément sur... on pense à d'autres secteurs d'activité ou autres où c'est peut-être plus évident. Mais en tout cas, c'est hyper louable. Et juste pour ceux que ça intéresse, il y a un groupement, Cercle des dirigeants responsables de l'Ouest, quelque chose comme ça. Je crois que tu en fais partie, qui est un réseau de mise en relation entre, comme le nom l'indique, des dirigeants qui s'emparent du sujet. Et je crois qu'il y a un vrai sujet si on veut que l'industrie française progresse et qu'elle revienne à un niveau normal, parce que là on est vraiment parti très loin, on a vraiment perdu beaucoup de choses. Il faut qu'on raisonne en coût global, et dans le coût global il y a le coût économique, effectivement, à combien elle sort notre pièce sortie d'usine, que ce soit, voilà. Mais il faut qu'on raisonne en coût global, en termes de carbone, en termes de réparabilité, en termes d'emploi, voilà, on a aujourd'hui on peut être hyper compétitif en Europe, sauf qu'il faut qu'on fasse évoluer notre manière de produire, il faut qu'on fasse évoluer notre manière de compter la valeur d'un produit, et arrêter d'être sur une course au prix sortie d'usine qui est pas la bonne solution, parce que ça a plein d'impacts. Tout ce qu'on jette, faut qu'on arrête, quoi. On jette trop de matière. Donc j'espère que là, les problématiques de pénurie de matière, d'envolée de prix et de spéculation même autour de la matière vont faire se poser des questions pour qu'on arrête de jeter, quoi, et qu'on recycle. Mathias, peut-être sur je sais que tu au travers de certains événements que nous on organisait, la French Tech, je sais que tu as souvent côtoyé des clients potentiels dans le domaine industriel, avec le message que tu martelais justement sur cette notion de collecte de données, de faire parler de la donnée, etc. Je sais que c'est un combat de longue haleine, parce que souvent, comme tu disais, les gens veulent... peut-être raisonnent en court-termisme, et puis peut-être veulent des produits sur étagère, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est quoi un peu la bonne approche et les bonnes pratiques pour rentrer dans le sujet, pour que les dirigeants s'en emparent et que ce soit vertueux? Alors je pense que la bonne approche, ce serait très arrogant si j'arrivais à la définir, mais en tout cas, une bonne approche et qui a marché notamment dans le cas d'Amzer et qu'on peut voir chez d'autres gens, c'est de réfléchir sur 2 tableaux à la fois. C'est de réfléchir sur le début des usages qu'on veut effectivement mettre en œuvre, et Glenn le dit bien, les usages d'aujourd'hui ne sont absolument pas des usages auxquels il a réfléchi il y a 5 ans. Mais ça vient petit à petit. Et en parallèle de ça, d'avoir une réflexion sur comment est-ce que je rends mes objets industriels ou mon environnement industriel au sens large compatible avec cette volonté d'usage. Et si on mène cette réflexion sur ces 2 tableaux, généralement on arrive à la conclusion qu'il faut un premier chantier qui est un chantier qui part de l'équipement et qui arrive jusqu'à une frontière qu'on va appeler la mise à disposition des données. Et après, il y a un deuxième chantier qui concerne les usages. Malheureusement, aujourd'hui, très fréquemment, on a des gens qui réfléchissent à l'usage ou à qui
on a fait une sérénade pour leur vanter des usages potentiels, et ils donnent les clés du camion à l'acteur qui leur a vendu l'usage, qui va redescendre dans les couches plus basses et qui va essayer, pour le besoin de son usage particulier, de structurer la donnée, d'aller la chercher tant bien que mal là où elle est, etc. Donc ça va bien marcher peut-être pour le premier usage, mais dès que le deuxième usage va arriver, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas du tout eu de structuration depuis l'équipement, qu'il faut refaire une partie du chemin parce que les données nécessaires à ce deuxième usage ne sont pas les données du premier. Et du coup, ça rajoute un coût, bien évidemment, et puis ça rajoute des contraintes techniques, parce que dans le cas de la pompe à chaleur, d'Amser, elle utilise la box internet du particulier chez qui elle est installée pour remonter les données. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas les choses de façon intelligente, potentiellement, une partie du débit est utilisée par la pompe à chaleur, et vous aurez un peu de mal en tant que fabricant de pompe à chaleur à aller expliquer à votre client qu'il ne peut pas regarder sa vidéo parce que c'est la pompe à chaleur qui est en train de remonter des données. Donc pour synthétiser ça, la bonne approche que nous on considère à implémenter, c'est celle qui consiste à avoir cette double réflexion sur les premiers usages et puis sur les données qui sont effectivement à disposition sur l'équipement industriel, et puis de conduire deux chantiers en séquence ou un peu en parallèle si on arrive à s'accorder sur les interfaces. Un premier qui est effectivement cette remontée de data et cette consolidation des data, et puis un deuxième qui est l'exploitation des données pour le premier usage, puis demain pour les autres usages, puisque avec cette démarche-là, les usages futurs coûteront beaucoup moins cher que si on réinvente absolument toute la chaîne à chaque fois. Ok. Quand on parle de données là, dans l'univers industriel, on pense à des produits, des chaînes de production, des choses comme ça, mais ça peut être aussi des données, des capteurs sur des vêtements par rapport à des, de prévention de TMS, des choses comme ça. Les données, ça peut être très large, quoi. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'environnement industriel, c'est-à-dire que si on prend une usine, bien évidemment il y a les machines qui sont à demeure dans l'usine, il y a le bâtiment dans lequel elles sont installées, et puis il y a les personnes qui travaillent avec, qui sont tout aussi importantes. C'est-à-dire que les flux de circulation entre les personnes. Les flux de circulation, l'organisation des équipes, l'organisation des produits, la protection individuelle éventuellement dans des environnements à risque. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte, parce que peut-être que quand vous aurez collecté les données et que vous voudrez faire un peu d'investigation sur un souci qu'il y a eu sur une chaîne de production, vous vous rendrez compte qu'il y a eu des accidents. Pourquoi ? Parce que la température était élevée, que les gens se sont peut-être un peu laissés aller parce que avoir le casque sur la tête c'était compliqué, parce qu'il faisait 35 degrés alors que d'habitude il fait moins que ça. Tous mesurent, quoi. Et voilà, on tous mesure, et après on est en capacité de regarder tous ces éléments-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura absolument à chaque fois une explication rationnelle de ce qui a pu se passer, mais au moins on a les éléments qui peuvent être des on parle de notion de jumeaux numériques aussi. Non, on est proche de ces notions-là, de jumeaux numériques, pour optimiser aussi l'organisation de l'entreprise industrielle. Non, pas pour nous en tout cas. D'accord. Voilà. Après, on se rend compte en effet qu'il y a énormément de données qu'on n'avait pas récoltées, parce qu'en fait tout en effet produit de la donnée, c'est ce que tu viens de dire, absolument tout produit de la donnée, et aujourd'hui c'était pas récolté, quoi. Ouais. Nicolas, peut-être regarde sur peut-être qu'on n'en fera rien, et puis c'est pas grave. Oui, c'est ça. Et puis on verra ça après. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Nicolas, un peu même question sur cette sensibilisation. Oui, je pense que notre équation, tout en partageant exactement ce que dit Mathias, je crois que notre équation est un peu différente, parce que nous, les usages sont déjà, en termes de gestion et de pilotage de la performance dans une entreprise, les usages sont quand même assez identifiés. On va parler de gestion de stock, on va parler de prévisionnel de vente, ou d'éléments comme ça, ou d'optimisation de la chaîne de production, etc. Donc cette partie usage, elle est clairement identifiée au départ, et notre problématique au niveau de la captation de données est quand même relativement moins complexe, puisqu'on travaille justement sur cet écosystème existant de la base logicielle. Et quand on va chercher de la donnée externe, si on peut récupérer de la donnée externe, qu'elle soit météo, la hauteur des vagues, ou j'en passe et des meilleurs, ce sont des éléments qui sont déjà formatés et qui sont déjà disponibles. Donc effectivement, il y a une difficulté, les usages sont quand même mieux identifiés, on sait à peu près mieux où on va, et la base logicielle, ou la base progicielle, ERP, etc., sur lequel on va extraire de la donnée, une fois stabilisé, peut nous fournir de quoi travailler. Excellent. Glenn ? Ouais, je veux bien compléter un petit peu, parce que
On mène le même sujet en fait chez Amzer, c'est-à-dire on a un ERP depuis toujours, c'est la base. Aujourd'hui, une usine sans ERP, c'est un peu compliqué. On a rajouté des modules au fur et à mesure, dont le CRM il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je crois qu'on est dans un monde quand même qui est beaucoup plus complexe qu'il y a 10 ans. Voilà, on a vu comment ça évolue, les marchés vont très vite, il y a plein de choses qui évoluent dans tous les sens. Et la difficulté des dirigeants et des équipes qu'on a avec nous, des managers, c'est de prendre les bonnes décisions. Et en fait, là, on est obligé de compiler des données qui sont dans différents endroits et qui sont compliquées à voir. Donc nous, on vient aussi d'investir, là c'est tout récent, là, on vient d'investir dans une couche supérieure qui au final n'est pas non plus si onéreuse que ça, mais qui fait le lien et qui vient piocher dans toutes ces bases de données, donc dans l'ERP, dans le CRM, dans l'AGP, et puis après même dans nos logiciels métiers, y compris sur le pilotage de nos pompes à chaleur, pour pouvoir compiler tout ça et avoir des tableaux de bord qui permettent de vraiment décider. Les aides à la décision. Donc là, on est plus dans le BI, pas dans l'IA. Mais clairement, on en a besoin et je crois que la complexité de nos métiers nous oblige à avoir des outils qui nous permettent de décider beaucoup plus Donc ça parle d'interopérabilité et la surcouche. Il y a beaucoup plus de données qu'il y a 10 ans, quoi. C'est juste hallucinant. Il y a beaucoup plus de données que... Voilà, donc on a besoin d'aide là-dessus, quoi. Okay. Mais cette surcouche, elle n'est pas que en sortie, en fait, elle est aussi en entrée parce qu'en fait, une donnée, elle va rentrer dans plusieurs éléments et donc elle arrive en entrée, elle est dispatchée là où il faut et après, en effet, ou alors ce serait la sous-couche qui vient compiler. Mais on a trop de doublons, de choses qu'on saisit à différents endroits. Moi, pour parler d'Amzer, clairement, on avait des logiciels métiers, mais il y a quand même un truc qui Excel tourne encore dans nos boîtes. Et il faut qu'on arrête de travailler avec Excel pour piloter, quoi. Donc oui, ça nous aide. D'ailleurs, en général, les tableaux qu'on sort du BI, ça arrive sur Excel. Mais par contre, la compilation et venir les chercher, il ne faut pas qu'on ait à remplir des données manuellement dedans, quoi. Donc là, il y a un vrai sujet dans toutes les boîtes. Il faut qu'on avance là-dessus. Donc on est dans peut-être un petit peu, on a démarré un petit peu après vous, mais on travaille aussi là-dessus parce que c'est primordial pour le pilotage de la boîte. Et dans une boîte en croissance, ça évite de doubler les postes et tripler les postes parce qu'on est en train de grossir, quoi. Il y a plein de choses qui peuvent s'automatiser et qui ont peu de valeur ajoutée. Énormément de données sur ces autoroutes de l'information. Je voulais revenir sur un point, c'est le ROI. Est-ce que le ROI, c'est un gros mot dans vos domaines respectifs, donc le retour sur investissement? On a bien compris du binôme Mathias-Glenn qu'il ne fallait pas réfléchir à court terme, mais voilà, est-ce que le ROI, c'est une question qu'on se pose de temps à autre? Comment on aborde cette question, Glenn? Et après Pierre. Le ROI, forcément, dans l'industrie, on en parle et c'est un sujet. Voilà, quand on investit dans quelque chose, il faut que ça serve. Là, clairement, sur des sujets comme ça, c'est des sujets long terme, c'est des virages, des mutations, des transitions qui sont à prendre dans nos boîtes. Si on ne le fait pas, je pense qu'on le regrettera. Si on met qu'un raisonnement purement financier sur le sujet, on n'y arrivera pas. Par contre, c'est un vrai investissement pour le futur et je vais dire que c'est une ressource immatérielle de l'entreprise. Je pense que ce qu'on a du mal aujourd'hui à valoriser dans nos boîtes, c'est ces fameuses ressources immatérielles. On a tous un bilan comptable et qui nous dit, t'attends sur ta ligne de production, ça qui coûte tant, ton bâtiment, etc. Mais en fait, la richesse de nos boîtes, c'est pas que ça. C'est toutes les données qu'on a, toutes les compétences qu'on a, etc. Donc, pour moi, l'IA, c'est un virage que tout le monde doit prendre. On le prend chacun à notre vitesse, mais il faut mettre, pour moi, de l'argent un peu tous les ans pour se préparer et pas se faire doubler, tout simplement. Et je vais faire un grand écart, mais est-ce que même c'est pas intéressant en termes de marque employeur, c'est-à-dire pour convaincre des collaborateurs de venir aussi, dire ok, nous aussi on travaille sur ces notions-là. Finalement, ça montre aussi que l'entreprise elle est dans le bon tempo et que ça donne permet aux gens de se projeter, etc. Est-ce que non, je vais un peu loin là peut-être. Si, mais probablement, mais on l'a pas conscientisé ça en tout cas. Okay. Nous simplement, c'était se dire, voilà, on est une petite structure de fabrication. Aujourd'hui, on est face à des très gros concurrents. Comment est-ce qu'on se démarque là-dedans? On a besoin d'avoir des produits qui soient extrêmement fiables, extrêmement durables et qui sur le long terme coûtent pas cher. Donc pour ça, on a besoin dans notre écosystème de piloter nos machines et d'avoir de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et effectivement, ça a permis de rentrer des nouvelles compétences, des nouveaux. Voilà, on a des nouveaux métiers chez Amzer qu'on n'avait pas. On va en parler juste après, juste sur la question du ROI. Pierre, là aussi, elle se pose cette question? Alors oui, dans le sens où est-ce qu'il ne faut surtout pas se la poser. Pour moi, s'il y a un ROI qui est acquis assez vite, c'est que ça nous épargne l'embauche d'un mec super fun, le contrôleur de gestion. En fait, ça se fait aussi par le traitement de cette donnée. On est capable d'interpréter quelque chose tout seul, on n'a pas besoin d'un pseudo-spécialiste. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'on mesure en ROI la motivation des salariés. Alors tu disais, est-ce
Est-ce qu'il y a un intérêt pour nous à l'embauche? Est-ce que c'est attractif? Je ne suis pas sûr, mais par contre, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur ta gestion RH, sur la gestion des pannes intéressantes ou des sujets. Bah, ça l'est en fait, donne parce plus que de là, sens on va au leur métier dire, aussi. non, vous n'allez pas faire de la secrétaire de luxe, vous allez faire votre métier, ça vaut peut-être le coup quand même. Et ça se mesure pas en euros, quoi. Ouais. Donc, C'est peut-être valable à l'enjeu, mais ça fait pas partir des gens en tout cas pour des mauvaises raisons, quoi. Ça les fait rester parce que justement il y a plus de sens à leur plus job. de sens. Je crois que c'est vraiment ça la chose. Et après, la fiabilisation des données, c'est-à-dire combien de fautes sont pas faites. Je sais pas comment on le mesure en euros non plus. Donc il y a plusieurs choses et on va pas s'attarder à les mesurer ça en euros. Ok. Je voudrais dire, Voilà. Parce que ça paraît d'une évidence, tu dis Ouais, que bien c'est sûr. un tournant à prendre et qu'on n'a pas le choix, c'est une évidence, il faut y aller en fait. Ok. Les moyens existent aujourd'hui pour le faire. Nicolas ? tout en partageant tout à fait l'avis de Pierre sur la problématique du ROI, je ferai deux petits compléments, et je dis bien qu'on est toujours dans le domaine du pilotage de la performance au niveau des entreprises. Il y a un ROI qui serait facile à dégager, c'est avec les expériences passées ou les use cases qu'on a déjà eus. Parce qu'une problématique de stock, on peut imaginer qu'on a réussi à faire 25% d'économie sur les stocks d'une entreprise A, on peut promettre aux clients d'une entreprise B, etc. Ça serait fallacieux parce que les problématiques sont généralement différentes. Dans des conditions de température et de pression qui seraient parfaitement égales, on pourrait imaginer ça. Donc on peut effectivement sortir une fourchette, mais il faut vraiment que les températures et les conditions de température et de pression soient les mêmes. Ça, c'est le premier temps. Mais de notre métier, on peut imaginer, notre expérience passée, du fait que les usages sont communs. Mais le deuxième point, alors là, j'allais dire, c'est pas du ROI, j'allais dire, je n'arrive pas à trouver le terme pour le définir, et c'est pas le cas de Pierre, mais on a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont un problème identifié. J'ai ma volatilité, je ne comprends plus mes ventes. J'ai une volatilité extrême depuis 1 an, 18 mois. J'arrive plus à avoir le niveau de stock afférent à ces ventes. Donc ils ne comprennent plus, ils ont un problème identifié. Ou j'ai une matière première dont la volatilité des cours fait que je n'arrive pas à me couvrir. Donc est-ce qu'on peut avoir des outils prédictifs qui vont essayer de travailler là-dessus? Et donc à partir du moment où un problème, ils font d'une certaine façon le pari de l'IA qu'elle va résoudre ce problème. Mais si vous voulez, et donc ça c'est pas quantifiable. Il y a une espèce de saut, de saut dans la foi ou dans la confiance, mais ils savent de manière très claire que leur situation étant non satisfaisante, sous-optimale, ça ne pourrait qu'aller mieux demain si on fait notre travail. Donc c'est dans cet esprit-là, parce qu'ils ont identifié un problème et sur lequel ils nous demandent d'intervenir. Très bien. On continue. Mathias, oui, juste pour réagir rapidement sur l'aspect ROI, je pense qu'il y a 2 niveaux où on peut voir un ROI. Il y a le ROI sur une application métier particulière, sur un problème effectivement qu'on a à résoudre. Donc ça, c'est un premier niveau de ROI. Et puis il y a le ROI sur la démarche, c'est-à-dire ce qu'on a initié avec Glenn en est l'exemple type. Aujourd'hui, l'investissement qui a été fait de récupérer les données sur la pompe à chaleur, il est derrière lui sur l'aspect modification du produit et il a un impact sur le coût des applications futures. Et donc ce ROI-là, effectivement, au moment où on le fait, il n'est pas identifié comme étant la raison pour laquelle on fait cet investissement, mais au travers de la démarche faite intelligemment, on se retrouve à avoir finalement des coûts qui diminuent sur le long terme et donc une capacité à imaginer des usages futurs et des services nouveaux qui est démultiplié, puisque pour le même nombre d'euros mis sur la table, on va avoir une capacité à faire qui est beaucoup plus importante. Très bien. Il nous reste un quart d'heure environ. Je rappelle aux personnes qui nous suivent que si elles ont des questions, elles peuvent les poser directement sur le chat à partir du lien YouTube. On avait commencé à parler des métiers. Aujourd'hui, métier et IA, ça marche comment? On parle de quel métier? Quand on pense à IA, on pense aux data scientists, etc. Mais pas que. Est-ce qu'il faut se staffer en interne? Parce que par exemple, Glenn, sur ces nouveaux, justement, des données dans tous les sens, ok, mais il faut savoir quoi en faire. Qu'est-ce qu'on internalise? Sur comment est-ce qu'on travaille avec Mathias? Est-ce qu'il faut monter en compétences en interne? Comment ça marche? Après, nous, je crois qu'on a eu la chance avec Mathias, quand moi j'ai expliqué mon besoin, il a expliqué ce qu'il savait faire, on a bien vu qu'on était complémentaires, on a bien vu qu'on avait un intérêt commun à bosser ensemble, mais qu'il ne fallait pas que l'un cherche à bouffer le métier de l'autre. Donc on travaille de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on développe vraiment en partenariat les choses, et quand on commence à avoir des activités qui sont stabilisées et qu'on peut transmettre et former des gens, là c'est des choses qu'on bascule de chez Sense à chez Amzer, et donc là on forme
forme. Alors nous, on a eu des alternants qui sont rentrés, puis après on a embauché, etc. Et donc l'idée, c'est en bonne intelligence, quand ça commence à devenir des choses un peu plus répétitives, un peu plus maîtrisées, et ben il y a une formation qui se fait. Donc c'est la force du partenariat. Voilà, je parle du partenariat avec Sense, je ne sais pas comment c'est avec les autres, mais on s'est aussi choisi pour ça parce que voilà, on a 2 structures plutôt agiles et on connaît les valeurs de chacun. Mais je pense que de toute façon, l'économie de demain ou l'activité économique de demain, elle passera forcément par ces partenariats, par ces coopérations-là. Il faut qu'on arrête de se mettre en concurrence, on ne peut pas répondre et être bon sur tout. Et voilà. concrètement, chez Amzer, il y a un data manager ou je sais pas, il n'y a pas le titre, mais pour information, on a quelqu'un qui est un data scientist en stage, voilà, Okay. là, pour une durée relativement longue. Et clairement, c'est quelqu'un qui est entre chez Sense et chez Amzer. Okay. Voilà, donc il a signé sa convention de stage avec Amzer. Et l'idée, c'est comme tous ces gens-là qui sont rentrés, qui nous accompagnent dans une démarche. Après, forcément, les postes, ils se confirment et voilà. Donc on progresse au fur et à mesure et donc on embauche. Donc c'est clair que quand on voit ce qu'on a appris en quelques années par rapport à où on était, parce qu'on était vraiment au stade zéro de la partie vraiment informatique indus comme ça, donc on a vraiment progressé. Donc on se staffe au fur et à mesure, mais il faut pas non plus embaucher à tour de bras. Il faut y aller mollo quoi. Et prenez des partenariats. Il y a des partenaires qui savent faire ça très bien quoi. Ouais, Mathias, la première décision pour ceux qui nous regardent, une PME qui nous regarde, c'est demain, c'est de ne pas embaucher 3 data scientists d'un coup, quoi. Hein ou alors, il faut vraiment avoir une bonne raison de le faire, mais c'est effectivement un trident de data scientist, c'est pas forcément la meilleure chose à embaucher. Ils vont sans doute effectivement produire des rapports, mais ils auront sans doute pas la capacité à faire la transformation numérique nécessaire dans l'entreprise. Pour rebondir un peu aussi sur le côté internalisation ou externalisation, il y a une tendance dans certains secteurs industriels qui est, à mon sens, assez dangereuse, qui est de faire confiance à des sociétés qui arrivent avec un savoir-faire lié au métier. Et en fait, ce que les industriels ne voient pas, c'est que ces sociétés-là, au travers de l'installation de leurs solutions un peu orientées métier au sein d'un client supplémentaire, ils captent énormément de savoir-faire du client en question. Et finalement, demain, si le client en question doit se transformer, il va se retrouver en frontal avec cette boîte-là. C'est-à-dire que la proposition de valeur de l'industriel qui voudrait aller sur des services va être en concurrence directe avec ce partenaire qui leur a installé la première version du truc. Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans d'autres secteurs. On l'a vu dans le domaine financier pas mal, dans lequel il y a des gros acteurs du service financier qui finalement sont quasiment incontournables aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui ont échappé aux organismes financiers. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu la même chose qui est en train de se passer dans le monde industriel. Et c'est pas forcément de bon augure pour la réindustrialisation d'un pays comme la France. Ouais, ok. Vas-y Pierre. Alors, je confirme que nous, on a pu voir des confrères industriels venir proposer des solutions absolument en IA. Mais en fait, on n'a pas du tout envie de les faire rentrer chez nous parce qu'il y a de la confidentialité qui doit rester. Quant à est-ce qu'on doit embaucher, alors nous, on avait quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec tous nos systèmes. Je ne pense pas qu'il faille embaucher et je pense qu'un partenariat est préférable. Aussi parce que le partenaire, il va être moins orienté dans la donnée qui va pouvoir sortir. Alors, ça nous empêche que derrière, on peut la commenter et affiner la manière de voir les choses. Mais par contre, quand on est dans son métier, on a l'impression de savoir à peu près de quoi il en retourne. Alors que là, on a quelqu'un qui peut plus facilement, parce qu'il est plus béotien dans notre métier, qui peut mettre les pieds dans le plat et peut-être vous faire ouvrir les yeux. Là où est-ce quand on a la tête dans le guidon, on le fait pas. Donc moi, je suis plutôt d'avis d'aller chercher le prestataire extérieur. Ouais, et puis si possible en local, un circuit court local, ça marche bien aussi, quoi. Glenn, tu voulais rebondir ? En complément de ça, je pense qu'il faut quand même un peu capitaliser en interne et le partenariat n'empêche pas de se challenger, hein. On se challenge régulièrement et d'un côté et de l'autre et en fait c'est parfois aussi Sense qui dit faudrait peut-être commencer à prévoir une ressource là-dessus parce que sinon c'est pas pertinent. Lui il préfère avoir ses équipes à faire du développement et après sur la partie prod c'est moins son métier. Et après moi il y a sur quand on regarde un peu l'historique du projet,
pour moi, il y a trois grandes parties qui continuent. Il y a vraiment cette partie collecte de données qui, pour moi, est presque la plus compliquée. Parce que si on fait des mauvais choix, c'est des choix hard. Donc, c'est des choix qui coûtent cher en investissement et qui coûtent cher en re-engineering si on s'est planté. Ouais. Après, il y a toute la partie data qui, là, c'est du logiciel. Donc, dès lors qu'on a collecté suffisamment de data et qu'on n'a pas été radin au départ, parce que je pense que s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas être radin, c'est le nombre de data qu'on collecte. Après, ça demande beaucoup de temps, mais on sait le faire. Et pour moi, il y a un sujet où nous, ça y est, on commence à être un peu meilleur, mais c'est le lien avec la partie commerce et marketing. C'est globalement, qu'est-ce qu'on fait de ça, quels sont les usages, être sûr que nos clients à qui on a proposé un truc, est-ce qu'on a bien répondu vraiment à leur questionnement, et faire attention à pas ce que ces projets-là de machines connectées, d'intelligence artificielle, tournent autour d'une équipe de techniciens. Et il faut vraiment y intégrer des gens qui représentent le client. Alors moi, donc on parle de data vis, de data visualisation, etc. Ouais. Et puis vraiment être sûr qu'on ne se fait pas plaisir, quoi. On fait ça pour un vrai usage quand même derrière. Donc ça n'empêche pas que derrière, il faut collecter de la donnée très, très largement. Il y a vraiment un côté très technique là. Mais derrière, si on veut valoriser vraiment ces projets-là, il ne faut pas oublier d'y intégrer le client ou les partenaires de manière générale dans le sujet. Et donc moi, j'ai la pompe à chaleur connectée, Amzar Connect chez nous, ça concerne toute la boîte, quoi. Ça concerne toute la boîte parce que globalement, y compris la comptable, parce qu'aujourd'hui, on a des abonnements, chose qu'on n'avait pas avant, on a des abonnements de services, donc il a fallu revoir notre manière de facturer à des particuliers, à des professionnels, voilà. Et donc ça entraîne vraiment tout le monde. Donc il faut vraiment que ce projet-là soit un projet d'entreprise complet. Alors forcément, au départ, ça ne sert à rien d'en parler à tout le monde, mais c'est technique au départ. Mais après, pour que ça soit efficace, efficient, il faut y intégrer le client, quoi. Très bien, toujours laisser une place pour le client dans le tour de table. Juste pour compléter sur la partie métier, quel regard vous avez par rapport à l'école qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois sur Brest, l'école brandée Microsoft, mais qui est très, très ouverte en termes d'apprentissage, où là, l'objectif, c'est de former, on est sur une promo de 19 apprenants, sur des compétences vraiment intermédiaires. Donc c'est des gens, en plus il y a la notion d'inclusion, beaucoup de personnes qui sont en reconversion, etc. Hier j'ai discuté avec Julien par exemple de la promo qui était cuisinier, et sa passion c'est informatique, il y est revenu. Donc c'est des gens qui sont revenus un peu par amour, par envie, etc. et qui se forment sur des compétences intermédiaires. Est-ce que ça répond un peu aussi aux besoins croissants des entreprises sur ces compétences pour nettoyer la donnée, la collecter, la nettoyer, la rendre propre et la rendre utilisable pour des notions de dire derrière? Je pense que clairement ça répond à un besoin. Par contre, il faut faire attention dans la façon dont on les met à contribution, à la fois pour l'entreprise et pour ces gens qui sont récemment formés. C'est que trop souvent on voit des démarches dans lesquelles on se dit je vais prendre un data scientist et puis tout va reposer sur ses épaules. Et mettez-vous à la place de la personne qui rentre dans une entreprise, qui arrive avec des compétences techniques pour faire des choses mais qui ne connaît pas nécessairement le métier. Si on met absolument toute la responsabilité sur ses épaules, il y a plusieurs risques qui peuvent se produire. Un, c'est que finalement, il soit pas très ambitieux dans la démarche, par peur de mal faire. Et puis deux, c'est que finalement, il s'ennuie assez vite et qu'ils partent vers d'autres cieux. Donc je pense que ce sont des profils qui sont excessivement importants, dès lors que la démarche, elle est acceptée par l'entreprise tout entière et que ça s'inscrit dans une logique d'équipe dans laquelle il y a à la fois des gens métiers qui connaissent bien le fonctionnement de l'entreprise et puis ces gens techniques qui arrivent, qui sont capables de dialoguer avec eux. Et ce dialogue, finalement, c'est presque la partie la plus compliquée parce que savoir mettre en œuvre des outils ou bien comprendre comment des algorithmes fonctionnent, c'est que le début de l'histoire. Après, ce qu'il faut, c'est bien comprendre le métier de l'entreprise dans laquelle on s'est inséré, comprendre quels sont ses enjeux, comprendre quelles sont les choses qu'on peut faire évoluer et comprendre comment toutes les techniques qu'on a pu apprendre peuvent être mises à contribution pour effectivement aller dans la bonne voie. Ça va rentrer dans une stratégie globale de l'entreprise. Il dit des choses vachement bien, ce Mathias. Il est bien, il est bien. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. Tout à fait. Il monte le plateau de jeu, en fait. C'est l'idée. Nicolas. Il a dit tellement bien que c'est dur de passer après. Ouais, c'est ça. Donc je ne peux que confirmer ce qu'il a dit. Merci Mathias. Mais simplement, nous, on est exactement sur la même équation. Si on regarde CAP, en fait, l'idée de CAP, c'est de cumuler dans la même structure des compétences métiers pures et des compétences data. Et d'avoir quelque part sous contrôle les compétences data sous les compétences métiers, et dans la même structure. Donc ça, c'était l'idée de départ. On a commencé comme ça. On s'est étendu. Est-ce qu'il nous manquait une compétence IT justement pour cette partie, j'allais dire, interfaçage avec les systèmes existants. Et on s'est aperçu aussi que, pour parler de manière tout à fait triviale, on a des data scientists qui sont quand même de très bon niveau, et on cramait du potentiel de ces data scientists
sur des fonctions qui étaient un peu intermédiaires. Et je trouve excellente l'idée, alors on n'a pas encore avancé avec l'école, etc., mais cette idée de trouver des compétences intermédiaires, comme vous les décriviez, etc., je pense que c'est une très bonne idée. Ok, super. En tout cas, on est assez content parce que sur l'école, on voit que nous, on aime bien créer des passerelles entre startups et d'autres acteurs de l'écosystème, et on voit qu'il y a des acteurs agroalimentaires, industriels, dans différents secteurs, bancaires, etc., qui s'intéressent vraiment à ces sujets. Et là, pour la deuxième promo, il devrait y avoir des bonnes nouvelles avec d'autres acteurs complémentaires du territoire. Donc en tout cas, c'est bien, on sent qu'il y a une vraie... Puis encore une fois, nous, on est au bout, donc on a aussi besoin d'avoir ce vivier aussi... au bout du territoire. On est pas mal. On avait une question sur le chat qui était la France est-elle en avance ou en retard dans l'adoption de l'IA dans l'industrie par rapport à d'autres pays, notamment les US? Est-ce que vous avez peut-être, Mathias, est-ce que tu as une vue là-dessus? Je pense que le côté en avance, en retard, il est pas forcément très facile. Ce qui est sûr, en tout cas, vu de notre position, c'est que l'état d'esprit n'est pas du tout le même d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Et je pense que de l'autre côté de l'Atlantique, on a beaucoup plus de démarches, un peu comme celle d'Amzer, de Glenn. D'ouverture, de compréhension de l'importance de la chose dans la structuration de l'entreprise. Alors que côté France, on est plus... en tout cas aujourd'hui, alors ça va sans doute changer, mais on est plus dans l'envie de faire des choses rapides qui se voient et un peu le gadget. Donc avance, pas avance, je sais pas, mais en tout cas différence d'état d'esprit et différence de perception des enjeux, ça c'est sûr. Et il serait temps peut-être que de ce côté-ci de l'Atlantique, on se mette un peu au diapason de l'autre, quoi. Bon, très bien. Glenn, un commentaire? Ouais, juste ce sujet-là, ça répond à tes deux interventions-là. Moi, je pense que l'aspect vraiment coopération, c'est le gros sujet. C'est que si ça communique pas entre tout le monde, un data scientist, s'il n'est pas intégré dans une équipe et qu'il ne comprend pas la pompe à chaleur sur laquelle il fonctionne, il ne va pas pouvoir faire du bon boulot. Il y a besoin de ça. Et pour moi, le numérique ou l'intelligence artificielle, c'est un outil au service de la performance de l'entreprise, au service des clients, au service des usagers. C'est un peu comme la finance, on a besoin de finance dans une boîte, mais ce n'est pas une finalité, c'est vraiment un outil, un moyen. Je pense que le numérique, c'est exactement pareil. Mais par contre, il faut que ce soit un outil qui soit partagé par tout le monde. Et c'est là la difficulté qu'on a, dirigeants et équipes dirigeantes, à faire que tout le monde se cause et qu'on coupe les chapelles et que ce ne soit pas que la technique d'un côté, le commerce de l'autre, la finance... À côté, tous ces gens-là ont besoin de causer ensemble parce que c'est un fil directeur qui relie tout le monde. Ok. Très bien, j'ai noté comme mots-clés, on a parlé de coopération, d'interopérabilité, de prédictif, de ne pas sous-estimer le temps homme par rapport à ce type de déploiement, une démarche long terme, stratégie d'entreprise, ça fait partie des mots-clés de cette session. Il est 12h30, donc on va respecter, comme vous le savez, timing is everything, donc on va respecter ce tempo. Merci à tous les quatre pour cette session. Si vous voulez vous revoir ou partager avec la famille, le replay sera accessible bientôt, comme ça vous pourrez montrer et puis écrire, peut-être encadrer les paroles de Mathias, etc. En disant il a dit ça ce jour-là, etc. Bon bref, voilà, je m'égare. Il est 12h30, donc on va s'arrêter pour cette session. On a rendez-vous à 14h ici même sur le plateau télé. On va parler d'agriculture et d'agroalimentaire, et justement avec 3 intervenants dans la partie IA, dont Copix, une start-up lagnonnaise qui travaille sur l'IA dans les élevages. Et on aura Nicolas Briand de BDI et Jean-Jacques Déniel de la Chambre d'agriculture, qui a plusieurs casquettes et qui est également éleveur dans l'élevage laitier. Bref, il se sera à 14h, on parlera d'agriculture. À 15h30, on parlera des métiers de l'IA, une super session avec Jean-Marie Prigent, Caroline Argouache, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et en parallèle, cet après-midi, il y a encore plein de sessions, notamment une session sur la formation à 12h45, et on parlera également de diversité à partir de 14h. Voilà, on est pas mal. Alors je prends mes lunettes parce qu'il faut que j'arrête quelque chose et la myopie me rattrape. Pardon Aurélie ? On a une conférence qui commence. Ah tout à fait, on a une conférence qui commence dans un quart d'heure, c'est bien ça. Voilà, donc à 12h45. Donc prenez votre sandwich derrière l'ordinateur. Et puis merci encore, et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine en présentiel. On refera encore une table ronde industrielle et on fera un compte rendu, un comeback un an après. Glenn et Pierre viendront évidemment témoigner, ils sont déjà d'accord. Merci à tous et bonne journée. Merci de votre fidélité.